Bonjour Tatiana Ventose. Bonjour. Alors vous êtes une analyste politique sur YouTube, vous êtes également présentatrice du fil d'actu. Donc je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour Front Populaire. Merci à vous. Alors pour introduire cet entretien, est-ce que je peux vous qualifier de souverainiste et si oui, de quel souverainisme vous revendiquez-vous? Ah, alors c'est deux questions différentes parce que si j'accepte sans aucun problème que vous me qualifiez de souverainiste, puisque de toute façon j'ai aucune prise sur la manière dont on me qualifie, je ne sais pas si je me revendique en soi du souverainisme. Ce que je sais et ce que j'ai chevillé au corps et que j'ai toujours eu chevillé au corps, c'est la conviction que le peuple, en l'occurrence dans mon pays, la France, doit être maître de ses décisions, maître de son destin et maître des grandes décisions qui concernent tout le monde, qui concernent la nation. En ce sens, on peut dire, je pense, que c'est une forme de souverainisme, mais il n'a rien de particulier par rapport à ce qui est inscrit dans l'ADN des Français depuis, on va dire, depuis la Révolution française particulièrement, mais je pense qu'on pourrait remonter à Philippe Auguste, si on veut parler de ce côté centralisateur, souverainiste, qui concerne en tout cas toute la France. Mais voilà, donc si ça répond à votre question. Ça répond bien évidemment à ma question. Alors, ça fait plus de 5 ans maintenant que vous commentez l'action de notre anciennement ministre de l'économie et désormais président de la République, Emmanuel Macron. Quel bilan aujourd'hui, à l'approche des nouvelles présidentielles, vous faites de son quinquennat? Le bilan de son quinquennat est absolument désastreux, et cela même si on enlève les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, qui sont à bien des égards une situation particulière, qui ont été gérées par Emmanuel Macron et son gouvernement de manière totalement désastreuse. Mais même si on enlève ces 2 années-là, le quinquennat est un désastre. C'est un désastre au niveau industriel, au niveau agricole, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Malheureusement, on a eu à en payer les conséquences ces 2 dernières années aussi. C'est un désastre à tous les niveaux. Et en plus de cela, si vous voulez, il y a des gens qui vont me dire oui, mais Macron a récupéré le pays dans un état et il n'est pas seul responsable de l'état de la France, de l'état par exemple au hasard de notre balance commerciale qui affiche un déficit de 85 milliards qui se creuse d'année en année, là où les autres pays de l'Union européenne vont plutôt en s'améliorant. On est, je le rappelle quand même, derrière la Roumanie, la Grèce, l'Espagne a compenser un petit peu la perte de sa balance commerciale, et nous, on creuse à des niveaux jamais vus avant, en fait, depuis qu'on mesure la balance commerciale. Donc, c'est un désastre parce que le pays s'appauvrit, les gens s'appauvrissent, et en plus de cela, Emmanuel Macron a le culot, et je vais bien dire le culot parce que c'est ça, de rejeter la faute sur les Français, de rejeter les conséquences de ces mauvaises décisions sur les Français, et d'essayer de masquer avec plus ou moins de subtilité les dégâts qu'ont causé ces décisions. Et je pense notamment à cette annonce qui a été faite il y a quelques jours, à l'heure où là on tourne, c'est le rachat de la division nucléaire anciennement Alstom, donc de General Electric maintenant, pour 2 fois le prix auquel on l'avait acheté, enfin on l'avait revendu, pardon, aux Américains à l'époque, et ce en plus alors que General Electric est aujourd'hui en grande difficulté financière, endetté, qui cherche à revendre certains de ses secteurs d'activité, etc. Donc c'est un désastre, et en parallèle, en même temps, comme dirait l'autre, il vient se présenter en défenseur, en héros de la souveraineté de la France, comme si c'était un grand accomplissement, alors que non, c'est lui qui était à l'origine de cette décision de vendre Alstom. Il pourra dire ce qu'il veut, mais toutes les données, tous les faits montrent que c'est Emmanuel Macron qui était derrière. C'est même plus une vente, c'est un pillage d'Alstom par General Electric en l'occurrence. Mais,
Alors, je vais me Je faire... pourrais vous parler du train Perpignan-Rungis aussi, où il y a 2 ans, on nous a dit qu'on allait le fermer puisqu'on allait mettre des camions à la place. C'est vrai que pour à la fois l'écologie, pour le transport ferroviaire, etc., c'est beaucoup mieux. C'était ironique. Là, il y a quelques mois, on nous a annoncé on va mettre un train Perpignan-Rungis pour enlever des camions sur les routes. C'est génial, c'est ce que nous a dit le gouvernement en tout cas, c'est génial, on est pour la souveraineté, on est en train de remettre l'économie à flot, de refaire fonctionner la SNCF, alors que ils ont juste remis ce qu'ils avaient enlevé il y a 2 ans. Donc, ce sont 2 exemples en fait, mais il y a tellement de décisions qui ont été prises. Et à l'heure actuelle, en fait, ce qui est dramatique, c'est que ça, ce sont 2 cas assez symboliques qui concernent à la fois tout le monde et en même temps directement peu de personnes. Même si les 4000 emplois supprimés par General Electric, on pourrait en reparler. Mais disons que là, on est dans une situation où il y a une véritable crise économique qui est en cours, où on a des pénuries de tout, où encore il y a quelques mois, on avait je ne sais pas combien de scieries qui étaient à l'arrêt parce qu'on vend notre bois aux Chinois, alors qu'on en aurait besoin ici. Enfin, si vous voulez, c'est un ensemble de décisions qui a des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne de tout le monde. Et je veux dire, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut encore considérer qu'Emmanuel Macron est autre chose qu'un traître absolu à la nation et à son peuple? Et le virage, on va dire, peut-être plus industriel qu'il a entamé, qu'il semble avoir entamé en tout cas... qu'il prétend avoir entamé, oui. Prétend avoir entamé, je vous laisse libre de vos mots, c'est pas à moi de le définir ainsi. Vous n'y croyez pas? Bah non, puisque moi j'attends toujours. Quand il nous a fait un petit peu le... je vais vous prendre l'exemple au moment des vaccins. Quand il s'était agi de développer un vaccin français qui n'a pour le moment toujours pas vu le jour, on nous a dit c'est fabuleux, la France va... Emmanuel Macron lui-même nous a dit c'est fabuleux, la France va produire des vaccins sur le territoire. Ce ne sont pas les vaccins français, mais on va aider l'effort de production mondiale, on relocalise la production en France. De quoi est-ce qu'il s'agissait à ce moment-là? Est-ce qu'il s'agissait du vaccin en lui-même? Non, il s'agissait des molécules, des lipides et des bouteilles en verre. Donc, c'est-à-dire du gras et des bouteilles et des flacons qu'on pouvait produire absolument partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout une relance de l'activité, de la production, comme Emmanuel Macron l'a promis, mais c'était encore une fois du vent. Voilà. Et à l'heure actuelle, Emmanuel Macron nous vend une relance industrielle. Moi, ce que je vois, ce sont des usines qui ferment, des gens au chômage. Encore pas très loin de chez moi, la souterraine, GMS, là, qui était en grève il y a encore quelques semaines, un petit peu plus d'1 mois peut-être maintenant. Voilà, enfin je veux dire, moi j'attends le concret en fait. Il peut nous promettre tout ce qu'il veut, il peut faire des déclarations, ce sont des bonnes intentions tant qu'il n'y a pas de fait. C'est pareil pour le nucléaire, il dit qu'il va relancer le nucléaire alors que... Bon, jusqu'ici, il nous vendait quand même plutôt le renouvelable. Il sent peut-être le vent tourner. Il sent peut-être que les Français se rendent très bien compte qu'on va avoir besoin d'énergie, on va avoir besoin d'électricité à bas coût, que le nucléaire était une excellente initiative de la part des dirigeants des années 70, qui nous garantissent encore aujourd'hui parmi les prix les plus faibles en Europe. Et du coup, il essaye de ramener à lui, quelque part, des succès qui sont des succès il y a maintenant 40-50 ans, et dont lui a cautionné la destruction. Sauf que maintenant, il sent le vent tourner, il se rend bien compte que les Français veulent du sérieux, ils veulent qu'on réindustrialise, ils veulent qu'on produise à nouveau ce dont on a besoin en France, mais les actes, moi je les attends en fait, on les attend tous. Tant qu'il y aura encore des délocalisations, tant qu'on fera encore des cadeaux aux grandes entreprises sans s'occuper des petits entrepreneurs, tant que les agriculteurs crèveront littéralement la gueule ouverte, en quoi est-ce qu'on peut parler du fait que Macron serait le grand héros de la réindustrialisation et de la souveraineté française?
je ne vois pas. Et s'il fallait identifier un événement dans ce quinquennat, est-ce qu'il y en a un qui vous vient naturellement en tête, un événement marquant du quinquennat? Ça peut être social, ça peut être politique. Les Gilets jaunes. Le mouvement des ronds-points. Vraiment, pour moi, ça a été un moment tournant parce qu'il a marqué la recomposition du paysage politique, ou en tout cas l'ébauche d'une recomposition d'un bloc face au bloc libéral dont l'aboutissement se trouve dans la Macronie aujourd'hui. Vraiment, pour moi, et je ne sais pas comment ça se serait passé s'il n'y avait pas eu la pandémie, mais même malgré la crise du Covid, je pense que ça, c'est quelque chose qui fera date historiquement comme étant une des prémices d'un mouvement de fond, d'un mouvement historique où les Français sont sortis sur les ronds-points, sur les places publiques, pour se réapproprier la démocratie, pour se réapproprier leur pays, pour faire même des propositions, parce qu'il y en a eu, même si évidemment il n'y a pas eu de débouchés politiques, mais il y a eu des listes de propositions, des demandes de politique générale, sans que ça soit chiffré, tel budget, etc. Mais il y avait des demandes de démocratie, de justice sociale, pas seulement en termes redistributifs, mais aussi de réindustrialisation, de relocalisation, de travail. Et tout ça, ça ne pourra pas être effacé, en fait. Le grand débat n'a pas pu l'effacer, la pandémie de Covid là, n'a pas pu l'effacer. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, c'est paradoxal, parce que c'est un mouvement qui s'est construit contre Macron, en tout cas, parce que c'était lui qui était au pouvoir à ce moment-là. Mais moi, c'est la chose que je retiens de ce quinquennat, parce que c'est cette chose-là qui me donne de l'espoir aussi, et qui me fait me dire que tout n'est pas perdu, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement, qui est en train de se construire, mais que ces choses-là, elles prennent du temps, malheureusement. Et que, voilà, je sais qu'on va... on va encore douiller, pardon pour l'expression, mais je sais qu'on va encore douiller, et probablement pour les 5 prochaines années. Et si Macron est réélu, je ne sais pas ce qui restera de ce pays dans 5 ans. Mais les Français se prennent en main et revendiquent la maîtrise de leur destin, et ça va porter ses fruits. Et la difficulté qu'a ce mouvement à s'incarner dans une offre politique, on va dire, même on le voit bien aujourd'hui finalement dans la campagne présidentielle, vous avez quelques figures qui rejoignent tel ou tel candidat, mais on sent depuis le début que ce mouvement a eu du mal à trouver une incarnation politique par un homme peut-être providentiel, ou un peuple providentiel, comme dirait Michel Onfray. Comment vous l'expliquez ? C'est qu'un mouvement de révolte populaire n'a pas aussi à apporter la réponse. C'est pas son travail, si vous voulez. Le mouvement de révolte populaire qui a été le mouvement des ronds-points est arrivé parce qu'il n'y avait pas d'offre politique. Sinon, ça se serait traduit déjà politiquement à des élections. Mais comme le paysage politique est en délabrement total, que Macron a contribué, bien sûr, à le faire exploser, mais je pense que la responsabilité tient aussi aux responsables politiques eux-mêmes. Les gens ont dû se prendre en main, en fait. Les gens ont été forcés de se prendre en main parce que les politiques sont coupés du monde, vivent dans une sorte de bulle parallèle à la réalité où les débats de fond sont les débats des salons sur les transgenres, est-ce qu'il faut acheter des bouteilles en aluminium pour être écolo, est-ce qu'il faut acheter des voitures électriques, etc. Et qui sont des débats complètement, pardon de le dire, mais complètement décalqués et qui paraissent fous à la majorité des gens de ce pays. On a aujourd'hui en France une caste, une classe, même si je peux employer l'expression, d'une vingtaine de pourcents de la population, dont avec effectivement une petite élite de 1% concentrée essentiellement dans les médias et chez les politiques, et les 19 autres pourcents sont les gens qui vivent dans les métropoles, dans les zones à faible émission, qui commencent à entrer en vigueur maintenant. Où, voilà, quand on est pauvre et qu'on ne peut pas acheter une voiture de moins de 10 ans, on n'a plus le droit de rouler en ville, de se déplacer dans son propre pays. C'est d'une violence extrême.
il y a une classe d'une vingtaine de pourcents de la population, dont donc ces politiques, ces médias, et aussi tous les gens qui ont des boulots, on va dire, avec une faible utilité sociale, mais à très haute valeur ajoutée, dans le consulting, dans voilà, ce genre de boulot qui, pardon pour l'expression encore une fois, mais concrètement ne servent pas à grand-chose, et qui en même temps drainent toutes les ressources, toutes les intelligences de ce pays, qui sont concentrées dans les métropoles, et leurs débats, et les débats de la France réelle, sont complètement à l'opposé. Donc il y a un moment... Par rapport à ce décalage, je vais vous interroger sur ce sujet, parce que ce sujet, ça m'intéresse de connaître votre opinion. Vous en parlez d'ailleurs assez souvent dans vos vidéos, et vous venez de l'évoquer un petit peu, ces 20% qui emmènent une idéologie, notamment. Les candidats en parlent pas mal en ce moment, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Voilà, ce qui qualifie le wokisme, moi je parle d'américanisation de la société. Comment vous jugez ce mouvement? Est-ce que pour vous c'est un feu de paille ou c'est plutôt une vague de fond? Et est-ce qu'on a raison de s'en inquiéter? Alors, les 20%, le wokisme, si vous voulez, est une sorte d'idéologie hameçon ou épouvantail, si vous voulez, qui est effectivement leur sujet de conversation principal. Mais je pense que le réel clivage n'est pas entre les woke et les anti-woke. La plupart des gens se fichent complètement en fait de l'orientation sexuelle des personnes ou de est-ce qu'ils changent de sexe ou quoi. C'est la question. Encore une fois, les questions essentielles sont du travail, comment vivre décemment, dignement. Voilà, on en est là. C'est pas oui, est-ce que les woke c'est bien ou pas bien. Là, si vous voulez, c'est une façon de poser le débat qui moi me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression que ceux qui se font les défenseurs de l'anti-wokisme, et pour tout absurde et stupide et décalqué que je trouve les revendications de ce mouvement, l'écriture inclusive, il faut s'adresser aux personnes comme elles le désirent, etc. Bon. Mais si vous voulez, ça me passe un petit peu au-dessus parce que ce ne sont pas des questions que je considère comme importantes. Et là où je parle du clivage entre les 20 et les 80%, voilà, c'est plutôt sur un aspect social. Sur un aspect social, c'est le bloc bourgeois, en fait. C'est ce que Karl Marx appelait la bourgeoisie voilà, à son époque. Alors aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la forme que ça avait à l'époque, au XIXe siècle. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une classe qui, effectivement, a sa petite idéologie woke, mais qui lui sert aussi... Enfin, qui lui servait, je pense, initialement à essayer de détourner le débat des problèmes de fond, du travail, de l'économie, de comment on vit, de la démocratie, de toutes ces questions-là qui sont fondamentales pour tous et pour chacun. Et je pense que cette classe supérieure, je ne sais même plus comment l'appeler, ce bloc élitaire, comme dit Jérôme Sainte-Marie, a finit par croire à sa propre fable et a complètement dégénéré, en fait. Et s'imagine que ces questions, ces débats qu'ils avaient lancés, créés pour détourner l'attention des véritables problèmes, en fait, ils se sont mis à y croire, ils se sont mis à croire à leur propre fable, et je pense que ça causera leur perte. Et du coup, quel regard vous jetez sur cette campagne présidentielle, finalement? Est-ce qu'elle est au niveau de ces enjeux-là? Parce que, bon, on a eu la vague Éric Zemmour qui, au départ, a beaucoup parlé d'immigration, donc les débats se sont portés sur l'immigration. On sent qu'on est en train de revenir petit à petit quand même avec la question sociale, peut-être la question énergétique également, de par les déclarations d'Emmanuel Macron. Et les hausses de prix. C'est surtout ça qui fait que le sujet est au centre du débat, c'est les conséquences concrètes. C'est pas est-ce que tel guignol à l'Élysée a parlé du nucléaire ou de l'énergie qui fait que c'est au centre du débat. Ce qui fait que c'est au centre de toutes les conversations, c'est que les factures ont pris 40% là, et qu'elles vont être multipliées par 2 d'ici quelques mois. Il est là le problème, en fait. Et voilà, enfin, après, vous dites avec la vague Éric Zemmour, on a parlé d'immigration. Mais moi, je pense que la question de l'immigration, elle est aussi fondamentale. Il faut se la poser. C'est pas un sujet qu'on peut mettre sous la table comme ça. On peut, je sais pas, n'importe quel pays qui se respecte
régule tous les aspects de sa vie en société. Je ne dis pas contrôle en se braquant, en fermant tout, mais on régule l'économie, on régule les mœurs sociales, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne régulerait pas l'immigration ? Ça n'aurait aucun sens. Tous les aspects de la vie en société doivent être régulés de manière raisonnable, de manière, on va dire, avec quand même une sorte de bon sens, je pense, au cœur, de manière à ce que ça n'affecte pas, je ne sais pas comment vous dire, mais de manière à ce que, au nom d'une idéologie, on n'en vienne pas à détruire les gens, à briser les gens, à détruire ce qui fait qu'on est ensemble. Et je parlais tout à l'heure des ZFE, et pour moi, c'est vraiment l'exemple typique de ce type de mesures qu'on nous impose à rebours de tout bon sens, à rebours de ce qui serait nécessaire, en fait. C'est que les gens ont besoin de leur voiture pour aller bosser. Bon, après, avec encore 5 ans de Macron, il n'y aura peut-être plus d'endroits où aller bosser. Donc, ça sera peut-être plus un problème de devoir prendre sa voiture et de payer 2 € le litre. Mais, vous voyez, en fait, c'est que ces questions-là, elles sont liées aussi. Et je pense que la question de l'immigration, elle est importante, elle est fondamentale, mais pas toute seule. Et c'est, je pense, l'erreur que font la plupart, malheureusement, des candidats, c'est qu'ils ont un thème de prédilection et ils sont complètement monomaniaques dessus. Alors que la France, elle se pense pas de manière découpée, fragmentée, ou voilà, par... ça c'est... Si vous voulez, enfin... C'est pas une manière de faire de la politique. La politique, c'est penser ensemble comment la société doit être organisée pour qu'on puisse vivre correctement tous, à peu près, sans se marcher dessus et sans se faire la guerre en permanence. Je veux dire... du coup, on est bien obligé de penser la France comme un tout. Enfin, moi, en fait, ça me sidère, la campagne présidentielle d'aujourd'hui, ça me sidère à quel point la plupart des candidats ont leur thème de prédilection, ils sont bloqués dessus, et voilà, alors il y a Mélenchon qui dit « Oh là là, le nucléaire, c'est mal, il faut sortir du nucléaire », c'est complètement à rebours de tout ce qu'il faudrait faire, parce qu'il prétend en même temps qu'il veut réindustrialiser la France. Alors avec quelle énergie, je ne sais pas, vu qu'il veut fermer toutes les centrales. À côté de ça, on a Zemmour, pour qui tous les problèmes de la France sont liés à l'immigration non contrôlée et le grand remplacement qui est en cours. Encore faudrait-il le prouver, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis. Certains l'ont sans doute oublié. Et voilà, et donc, pour moi, il n'y en a aucun vraiment qui répond de manière globale à ce dont la France a besoin, à savoir la régulation de l'économie, de l'immigration aussi, plus de démocratie, une véritable démocratie aussi. Si le RIC a été une des revendications fondamentales du mouvement des ronds-points, ce n'était pas la seule, on l'a résumée à ça, on l'a réduite à ça après, malheureusement, mais c'est parce que... Et je vais revenir au souverainisme, vous voyez, mais c'est que je pense que sur le mouvement des ronds-points, les gens avaient bien compris que sans le RIC, c'était juste un moyen, si vous voulez, de récupérer la démocratie. Et la démocratie, c'est ni plus ni moins que le contrôle d'un peuple sur les décisions qui le concernent, sur les grandes décisions qui concernent le pays. Donc c'est ni plus ni moins qu'une demande de souveraineté, en fait. Un peu plus de souveraineté. Et... Voilà, et ça malheureusement, dans la campagne présidentielle actuelle, moi j'ai toujours été très politisée, politisée, où je me suis toujours beaucoup intéressée à la politique. Pour moi, l'élection présidentielle, c'est celle qu'on aime ou pas se fait, mais c'est celle qui, à l'heure actuelle en France, est la plus importante, parce que c'est celle qui permet d'infléchir la ligne politique de notre pays, en fait, qui permet de décider quelles vont être les grandes orientations à l'échelle nationale. Et j'ai toujours été extrêmement investie, même quand je soutenais aucun candidat ou quoi, j'ai toujours été très investie en fait dans les présidentielles, je débattais beaucoup, voilà, j'étais très dans cet exercice concret et proche de moi, en tout cas de la démocratie. Et déjà à la dernière... Mais déjà à la dernière, j'étais un peu moins emballée, mais j'ai mis ça sur le compte du fait que je venais
il n'y a pas très longtemps avant de partir d'un parti politique où, voilà, et je m'étais dit, bon, peut-être que c'est ça qui fait que je suis devenue cynique, un peu blasée, que je vote blanc, etc. Et cette année, en fait, je me suis rendu compte que le rejet que m'inspire ce cirque, parce que c'est ça, hein, n'est absolument pas dû ni à une mauvaise expérience ou une bonne expérience en politique ou à un désintérêt personnel pour la chose publique, mais il vient de l'offre. Je n'arrive plus à m'intéresser à ce qu'ils disent, au sens où à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire une connerie. Et voilà, hein, c'est... Vous savez, il n'y en a aucun qui a de projet, en fait. Vous ne trouvez aucun candidat qui se démarque. Alors, on pourrait évoquer, on va en parler, tiens, Jean-Luc Mélenchon, vous parliez de votre ancien engagement en politique. Vous étiez au parti de gauche, si je ne m'abuse. Oui. Quel regard vous portez sur son évolution? Est-ce que finalement, on a eu un Mélenchon très, très, presque, on peut le dire, brillant en 2017 sur sa campagne présidentielle. En tout cas, à un moment, il y avait un élan, indépendamment de ce qu'on puisse en penser par ailleurs. Quel regard vous portez là sur l'offre qu'il apporte aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est renouvelé ou est-ce qu'au contraire, il continue à être dans les errements qui ont suivi sa campagne? Moi, je pense pas seulement qu'il continue sur une lancée, c'est que je pense qu'il a perdu. Il a perdu quelque chose. Moi, j'avais rejoint, j'étais déjà plus au parti de gauche depuis 2 ans, hein, en 2017. Mais voilà, il avait fait une campagne un peu, effectivement, il y avait une plus forte dynamique. Mais moi, j'avais rejoint le Mélenchon de 2012, celui qui défendait la République, qui défendait la laïcité coûte que coûte, comme garantissant justement la liberté de tous en France. Et je suis partie sur la base de désaccords politiques qui se sont confirmés par la suite, et notamment une dérive. Alors, il y a tout le côté woke qui va avec l'aspect bourgeois, et pas seulement de sa personne, mais aussi de ses militants. Parce que qui est militant politique aujourd'hui ? Dans quelques partis que ce soit, dans les grands partis en tout cas, qui est militant politique ? Des étudiants, voilà, des gens qui ont le temps, qui ont le loisir de s'occuper de la politique aérienne interne dans les partis, et qui ne répondent absolument pas aux préoccupations et aux problèmes des gens, en fait. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis partie. C'est-à-dire que je me suis engagée en politique parce que pour moi, la politique, c'est justement agir sur le réel pour résoudre les problèmes dans le réel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient complètement déconnectés. C'est de pire en pire. Et je pense que chez Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il y a d'encore plus grave et que je ne m'explique pas, mais peu importe, enfin, je veux dire, je vous donne juste mon sentiment, après je m'en fiche, hein, c'est les accointances avec les islamistes. Ça, c'est vraiment, je pense, la ligne rouge. C'est... Déjà, enfin, tout l'aspect absurde, antinucléaire, bon, voilà, on peut en discuter, mais aller défiler derrière des islamistes revendiqués, si vous voulez, hein, là en novembre 2019, où il y avait toute la gauche, hein. Moi, je suis désolée, ça me donne la nausée. Je ne tolère pas, en fait, que quelques partis politiques qui se revendiquent républicains aillent manifester avec des extrémistes religieux qui utilisent leur religion pour faire passer un agenda politique. Je parle pas des musulmans de France qui vivent leur religion dans leur vie privée, voilà, ça c'est une autre question, mais je parle vraiment de ceux qui manipulent, qui utilisent l'abandon total de certains quartiers, l'absence de régulation qu'a donné le néolibéralisme, hein. Enfin, pour le coup, la destruction des institutions, virer la police de proximité, je veux dire, laisser les quartiers aux imams, c'est pas juste Emmanuel Macron, c'est Nicolas Sarkozy qui... Voilà. Donc le côté communautariste, si vous voulez,
Pour moi, c'est la frontière infranchissable. La République, elle est une et indivisible. Et peu importe ceux qui font du chantage en vous disant si vous ne défendez pas les islamistes, alors vous êtes raciste. En fait, non. Ces gens-là, c'est vraiment aucune tolérance, quoi. Aucune tolérance. Et il peut y avoir des Idrissi Ahmedi qui font des tweets pour expliquer oui, on a traumatisé mes enfants en démantelant une école coranique clandestine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du chantage pur et simple. Et toute la gauche a cédé au chantage. Et ils sont devenus ce qu'ils condamnaient à la base. Ils sont devenus racistes. Enfin, voilà. Après, vous voyez, Fabien Roussel, là, qui aujourd'hui est sous le feu des critiques parce qu'il demande... parce qu'il parle de manger de la viande le dimanche et qu'on l'accuse d'être un fasciste. Enfin, on l'accuse, mais quelques étudiants et quelques militants sur Twitter, hein, c'est-à-dire quand même une minorité de personnes. Moi, je me souviens de Fabien Roussel, au moment où la jeune Mila, à 16 ans, s'est fait menacer par dizaines de milliers de morts, de viols, parce qu'elle avait osé insulter le prophète, c'est-à-dire critiquer une religion, exercer son droit au blasphème, comme garanti par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Toute la gauche s'est désolidarisée de la jeune Mila. Et je me souviens encore de Fabien Roussel à la télévision disant « Oui, quand même, c'était peut-être un petit peu malheureux ». Alors je me demande comment les communistes sont passés de « la religion, c'est l'opium du peuple » à « si on critique les islamistes, on est peut-être un peu raciste ». Mais vous voyez, c'est dramatique. Et là, je vous parle que de la gauche, hein, la droite aussi a ses problèmes. Hein. Et on peut y être jusqu'à demain, si vous voulez. Et alors... J'entends sur l'aspect religion par rapport à Fabien Roussel, peut-être une certaine perméabilité, encore une fois, on appelle ça le wokisme, l'écriture inclusive, certaines accointances avec les religions, je vous l'accorde. D'un point de vue social, est-ce que le fait qu'il porte un message un petit peu différent par rapport à ce que porte la gauche actuelle, ça ne vous séduit pas un petit peu tout de même d'entendre ce type de discours ? Bah, c'est un peu rigolo, quoi. Mais bon, c'est aussi ça, c'est que c'est un rigolo. On sait très bien que Fabien Roussel, dans 2 mois, aux législatives, passera des alliances avec le PS et les Verts. Donc, pour le coup, c'est un... J'ai tendance à le voir peut-être avec un recul, c'est peut-être trop cynique, mais... J'ai tendance à voir la stratégie actuelle de Fabien Roussel, de parler à cette espèce aux reliquats, aux orphelins de la gauche sociale, laïque, républicaine, ouvrière, etc. J'ai tendance à le voir comme un jeu d'acteur. Effectivement, c'était une partition qui n'était pas jouée jusque-là dans le champ politique. Et Fabien Roussel la joue. Mais dans tous les cas, il ira faire ses alliances avec le PS et les Verts. Dans tous les cas, il n'y a aucun questionnement vis-à-vis de l'Union européenne, qui pourtant est... Enfin, je veux dire, si vous voulez, même ne serait-ce qu'appliquer son programme à lui, va peut-être falloir se poser la question quand même. Et justement, par rapport à cette question de l'Union européenne, parce qu'ils sont assez rares finalement, les candidats qui veulent s'en échapper, entre guillemets, de façon concrète. Même Éric Zemmour, on aurait pu penser qu'il le ferait, ne le fera pas. Marine Le Pen... Non mais Éric Zemmour, c'est Emmanuel Macron plus l'immigration, c'est tout. Hein. Si vous regardez son programme, c'est la Startup Nation avec l'immigration. Rien d'autre. C'est Éric Zemmour, voilà. Je suis désolée pour ceux qui s'imaginent qu'il va redonner une quelconque fierté à la France, mais ce type, c'est Reagan en 1981, quoi. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est même son idéologie à lui qui nous a conduits là où on en est aujourd'hui, donc je ferai très attention. D'accord. Après, si vous parlez de ceux qui, ceux qui parlent de l'Union européenne, le problème aussi, c'est que, vous voyez, ils sont sur un sujet. Et l'Union européenne n'est pas l'alpha et l'oméga non plus. On ne peut pas dire l'Union européenne est un problème, et puis ensuite on verra une fois qu'on sera sorti.
Et oui, je parle directement de François Asselineau. Je sais que là, dans les commentaires, les pro-Frexit vont pas du tout aimer ce que je vais dire, mais pour avoir même discuté de ça avec François Asselineau, personnellement, j'ai rien vu d'autre. Il ne m'a rien dit d'autre que une fois qu'on sera sorti de l'UE, si les Français veulent une politique de droite, on fera une politique de droite. Si les Français veulent une politique de gauche, on fera une politique de gauche. C'est pas une réponse, ça. C'est pas une offre, c'est pas une proposition politique, c'est pas un projet. Il faut une vision. Et par rapport à cette vision, il y a un candidat, alors, qui aura-t-il ses parrainages? Ça, on le verra bien, mais vous allez voir où je vais en venir. Oui. Donc, vous parlez d'Anas Kazib, c'est ça? Ah, raté. Vous avez annoncé récemment rejoindre République Souveraine. Qu'est-ce qui vous a séduit finalement dans ce projet? C'est le fait que tout est à construire. Ça va paraître étrange, mais en fait, le projet en lui-même, j'ai envie de dire, ne me séduit pas parce que le projet est incomplet. Il manque énormément de choses, il y a énormément de lacunes. En même temps, on ne peut pas demander à un parti créé il y a 2 ans et qui, depuis 2 ans, du coup, est aussi un peu en pause à cause de la pandémie de Covid-19, d'avoir un programme et un projet et une vision complètement, aussi élaborés, en tout cas, que des partis qui sont établis depuis des années. Et moi, c'est ça... après, ce qui m'a... disons que Georges Kuzmanovic, je le connais aussi personnellement. On était ensemble à la direction du parti de gauche jusqu'en 2015, quand moi je suis partie. Et déjà personnellement, c'est l'une des rares personnes qui m'a traité comme un être humain à l'époque, qui m'a pas traité comme une traîtresse qui plante des piolets dans le dos. Donc déjà, sur un aspect personnel, si vous voulez, c'est quelqu'un de sérieux et de carré. Et ensuite, je pense que... c'est pas, encore une fois, c'est pas que j'ai été séduite, parce que je pense que j'ai passé l'âge aussi de m'enthousiasmer et de partir comme ça sur on me vend un projet politique, je rejoins. Vous voyez, c'est le côté passionnel vraiment de l'engagement politique qu'on peut avoir quand on est jeune et que j'ai eu aussi, bien sûr. Mais le côté, en fait, où tout est à construire, où évidemment, il y a des principes fondamentaux et fondateurs, et notamment celui du souverainisme quand même, et de la démocratie, la véritable démocratie. Mais disons que il y a tout à faire, et je pense que ça reflète là où en est ce bloc populaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a pas encore de traduction politique, qui n'a pas encore d'offre politique, en tout cas satisfaisante. Il y a une offre politique qui, par défaut, peut happer certaines catégories du bloc populaire, évidemment. Mais je pense en fait que République souveraine, là, pour moi, je ne suis pas en train de dire venez, rejoignez-nous, c'est génial, etc. Et là, pour le coup, il n'y a que de la sueur, du sang et des larmes. Voilà. Mais je pense que c'est un embryon de quelque chose qui a vocation à construire, vraiment. Et à construire dans le respect du peuple, en fait, qui doit avoir la maîtrise de son destin. Et moi, je demande rien d'autre, en fait. Parce que, voilà, je vous dis, je ne rejoins pas un parti en me disant wouhou, c'est génial, le mec a toutes les solutions, il a la réponse à tous nos problèmes, et puis ça va être le monde des bisounours une fois qu'il sera au pouvoir. Ça, c'est une manière très infantile d'approcher la politique. Et je pense que Georges Kuzmanovic a ce côté sérieux. Il ne promet pas la lune, au contraire. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être de ça, je pense que la France a besoin. Elle n'a pas besoin de promesses et de promesses en l'air, mais de s'entendre dire aussi. Enfin, les Français ont peut-être besoin de s'entendre dire aussi qu'il y a des gens qui sont responsables et qui sont prêts à prendre leurs responsabilités, parce qu'eux-mêmes le sont, en fait. Le problème sont ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle et qui sont dans le cirque politico-médiatique, qui ne prennent aucune responsabilité. Mais c'est peut-être juste ça, en fait. L'aspect sérieux et responsable, et en phase, et prêt à construire à partir de ce qui est, à partir du pays tel qu'il est, plutôt qu'à partir d'une idéologie déjà toute prête et déjà toute faite, qu'on vendrait aux gens sur un plateau.
Alors vous parlez du pays tel qu'il est. Il y a dans le programme donc, de Georges Kuzmanovic et donc de République souveraine le référendum sur la sortie de l'Union européenne. Est-ce que la France peut rester dans l'Union européenne et être la France que vous souhaiteriez? Est-ce qu'une France diluée dans l'Union européenne, le projet peut-être macroniste, est une France viable, selon vous? Le projet peut-être macroniste. Le projet macroniste de diluer la France dans encore plus d'Europe. Supranational, oui. Voilà. Est-ce que ce projet est viable selon vous? Selon moi, c'est pas ça qui compte, encore une fois. Ce qui compte, c'est ce que les Français pensent. C'est pas ce que moi je pense. Moi, à titre personnel, je pense effectivement qu'il y a des politiques, et pas des politiques redistributives qui viseraient à simplement compenser les dérives de notre système, mais des politiques visant à complètement changer tout notre appareil de production, en fait. Tout simplement à relancer un véritable appareil de production. Ça, effectivement, c'est incompatible avec l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, c'est pas un secret. Voilà, même. Je pense que même dans les instances de la Commission européenne, ils sont pas prêts à l'entendre. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des décisions qui s'imposent. Mais encore une fois, c'est pas des décisions qui doivent se prendre par un seul à l'Élysée ou par un gouvernement ou même par simplement des députés. C'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un débat, un vrai débat démocratique, et de manière à ce que les Français puissent prendre des décisions en conscience pour l'avenir de leur pays, pour eux. Et voilà, donc à partir du moment où, je sais pas, si vous voulez, si moi je défends un projet de reconstruction nationale au niveau industriel, au niveau agricole, et que ce sont par exemple des choses que l'UE nous empêcherait de faire, il faut être clair, il faut le dire aux gens. Dire, voilà, moi je défends telle chose, mais on ne l'aura pas dans le cadre de l'Union européenne. Après, si vous voulez autre chose, si vous voulez rester dans l'Union européenne, il n'y a pas de problème. C'est la loi de la démocratie, si vous voulez. C'est la loi de la souveraineté, le peuple qui décide par lui-même. Mais pour moi, l'Union européenne est non seulement incompatible avec des politiques vraiment... Enfin, un véritable changement politique, un véritable changement de modèle de production, mais pour moi, il est incompatible avec la démocratie. Le modèle européen, on nous l'a dit clairement. Et du coup, est-ce que le souverainisme a un avenir en France, sachant que les Français, dans les sondages, montrent régulièrement un certain attachement, mais également certaine méfiance par rapport à l'Europe? Il y a toujours ce mouvement de balancier. Est-ce que le souverainisme a un avenir en France? C'est pas... Le souverainisme a un passé et est inscrit dans l'ADN de la France. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il a un avenir Voilà, enfin, moi j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai tendance à me dire que le peuple français est quand même très attaché à son indépendance de choix, à sa liberté de décision en tant que peuple. Par rapport à l'Europe, en fait, déjà l'Europe, est-ce qu'on est pour ou contre l'Europe? On ne peut pas être pour ou contre. L'Europe, c'est un continent. L'Union européenne, en tant que structure juridique, politique, c'est autre chose, qui nous dicte nos choix. Ça s'est quand même rarement bien passé dans l'histoire quand des pays étrangers ont essayé de nous dicter quelque chose. Et comment vous verriez la France dans 5 ans si, par hasard, Emmanuel Macron, pour l'instant, les sondages l'indiquent tel quel, on verra ce qui se passera réellement, venait à être élu à nouveau? Vous prenez la France d'aujourd'hui, et puis en encore pire. Encore moins de services de proximité, encore plus de start-up idiotes qui ne veulent plus rien dire, encore plus de langage bullshit en permanence dans les médias et à la télévision, encore moins de contenu sérieux, de contenu politique, l'explosion d'EDF, l'augmentation des prix, l'inflation, les pénuries, la faim peut-être. Je le pense vraiment, hein, je ne le dis pas pour faire peur aux gens, je le pense vraiment. Voilà, la fin totale de notre industrie et un travail encore plus ardu pour reconstruire
après. Parce qu'il y aura un après, c'est sûr. La question, c'est quand et jusqu'à quel point de désastre il faudra en arriver avant de se remettre à reconstruire, sachant que plus on attend et plus ça va être difficile. Moi, honnêtement, je ne sais pas ce qui va rester après le passage d'Emmanuel Macron. Déjà là, voilà. Mais comme il n'y a pas d'offre, comme l'offre n'est pas du tout satisfaisante non plus, je ne saurais pas vous dire pour qui voter. Mais dans tous les cas, moi, je vais faire barrage à Emmanuel Macron. Voilà. Entendu. Écoutez, merci Tatiana Ventose d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de l'invitation.